17h40, on va reprendre nos esprits après tout ça. Gabriel Michaud-Sauvageau, ça va être plus calme, mais on reste dans la controverse. Oui, Ça brasse pas mal du oui. côté de On l'Observatoire. reste dans le débat d'idées, là. Oui, au sujet de l'Observatoire national en matière des droits linguistiques de l'Université Laval, vous nous en aviez parlé il y a 2 semaines. Oui, l'Université de Montréal en vous parlait. Il y avait une petite controverse parce qu'on a annoncé la création de cet observatoire en matière de droits linguistiques à l'Université de Montréal. Mais on a réalisé rapidement qu'il avait un nom, un mandat très similaire à celui qui existe déjà à Moncton. On vous avait présenté une entrevue donc avec le directeur de l'Observatoire des droits linguistiques de Moncton, Michel Doucet, qui lui s'était dit surpris par la création d'un autre centre sur les droits linguistiques. Il disait ne pas avoir été contacté par les créateurs de l'Université de Montréal. Donc, ça avait lancé une controverse. Aujourd'hui, il y a des chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui en rajoutent dans un article d'opinion qui est publié dans le journal Le Devoir. Il s'agit d'Éric Poirier. Il est avocat et étudiant en doctorat, donc doctorant en droit à l'Université de Sherbrooke. Également, Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Ils soulèvent des questions, eux, par rapport à cet observatoire des droits linguistiques de l'Université de Montréal. Des questions, vous allez l'entendre, entre autres, sur l'état des relations entre le Québec et les francophones hors Québec. Alors, je vais vous présenter tout d'abord un résumé de mon entrevue avec Éric Poirier de l'Université de Sherbrooke. Je lui ai demandé tout d'abord s'il avait été surpris par la création d'un autre centre de recherche sur les droits linguistiques, cette fois à Montréal. En fait, surpris, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, on questionne un peu l'objet de recherche parce que ce travail-là est fait de façon brillante déjà à l'Université de Moncton et à l'Université d'Ottawa. Ce qui aurait été véritablement innovateur ou ce qui aurait été audacieux, c'est de créer un observatoire sur le droit de la langue française au Québec. Parce qu'il faut se souvenir, il faut se rappeler que entre la langue anglaise et la langue française au Canada, la langue qui est en danger, la langue dont l'avenir est incertaine, c'est le français. C'est le français à l'extérieur du Québec, mais c'est également le français qui est en danger et dont l'avenir est incertaine au Québec même, là où le français est majoritaire. Donc, on souligne, évidemment, on trouve que le travail qui est fait à Moncton et à Ottawa est excellent, c'est-à-dire une étude portant d'abord et avant tout sur les minorités de langue officielle à l'échelle provinciale, donc les francophones hors Québec et les anglo-québécois et même les peuples autochtones. Mais tout ce qu'on va faire avec cet observatoire-là à l'Université de Montréal, c'est reprendre encore et encore des travaux qui sont déjà de façon brillante à l'extérieur du Québec présentement. Vous dites dans votre article également que les chercheurs de l'Université de Montréal semblent présenter des résultats de recherche avant même d'avoir publié des recherches. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? En fait, c'est qu'on nous disait d'emblée, le jour même du lancement, donc le matin du lancement, le lancement n'est même pas encore officialisé si on veut. Le matin, on lit dans le journal que le but c'est de déboulonner certains mythes et qu'on va venir nous dire dans des recherches futures qu'on n'a pas encore commencé parce que l'observatoire est même pas encore lancé, mais que finalement on va venir démontrer que le gouvernement du Québec ou l'État québécois en général n'est peut-être pas le champion de la défense de la langue française au Canada. Donc nous, ça nous a un peu interpellés, si je peux dire, étant donné que l'observatoire n'était même pas encore lancé et qu'on nous disait déjà, voyez, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, voici ce qu'on va vous démontrer. Il y a des mythes. Le gouvernement du Québec n'est pas le champion en matière de défense du français. On voulait tout simplement remettre les choses en perspective en démontrant qu'il y a peut-être plusieurs éléments, en fait pas peut-être, on sait qu'il y a plusieurs éléments qui ont échappé à leur analyse a priori, si on peut dire. Les chercheurs de l'Observatoire de l'Université de Montréal, justement, vous l'avez dit, ont eu des positions assez tranchées dès le lancement de l'Observatoire, entre autres par rapport aux relations entre le Québec et les minorités francophones hors Québec. Vous l'avez dit, selon eux, le Québec est vraiment pas toujours l'allié des communautés francophones hors Québec. On souligne que le Québec s'est opposé à 3 reprises, au moins en Cour suprême, dans des affaires qui étaient importantes là, pour les communautés francophones hors Québec. Donc, comment vous décririez la relation entre le Québec et les minorités francophones hors Québec, là, selon vous? Oui, mais en fait, on remet pas ça en question. C'est factuel. Le gouvernement du Québec est intervenu à plus d'une reprise en Cour suprême pour s'opposer aux revendications que menaient de l'avant des représentants des communautés francophones hors Québec. Donc ça, c'est factuel. Tout ce qu'on veut dire, c'est que la politique linguistique du Québec et l'action
du gouvernement du Québec en matière de francophonie canadienne ne se résume pas, mais vraiment pas, à l'intervention du procureur général du Québec en Cour suprême. On pense par exemple aux nombreux partenariats et programmes qui permettent à des artistes de la francophonie canadienne de venir pratiquer leur art ici au Québec, en chanson, en littérature, et vice-versa, c'est-à-dire des programmes qui permettent, qui parrainent des artistes québécois, dans la chanson, la littérature, encore une fois, d'aller au Canada, dans la francophonie canadienne et de performer leur art. Donc, il y a ces exemples-là, mais il y a aussi des partenariats qui existent entre des universités québécoises et des gouvernements de d'autres provinces canadiennes. Par exemple, il existe un partenariat entre l'Université de Sherbrooke et l'Université de Moncton qui permet à des étudiants de Moncton de terminer, de faire leur doctorat en médecine en français à Moncton. Il y a aussi un programme, un partenariat qui existe entre l'Université de Montréal et le gouvernement de l'Ontario qui permet à des étudiants franco-ontariens de venir étudier en français, en pharmacie, à l'Université de Montréal pour ensuite retourner en Ontario avec un bagage de connaissances en français pour pratiquer leur profession dans les communautés franco-ontariennes. Donc, tout ce que je veux dire, tout ce qu'on veut dire, c'est que quand on vient dire que le Québec, d'emblée, a priori, avant d'avoir commencé ses recherches, que le gouvernement québécois est un peu un cancre en matière de francophonie canadienne, c'est faire fi de nombreuses autres actions du gouvernement du Québec qui vont dans le sens de la francophonie canadienne. Et permettez-moi de souligner aussi, en terminant, que lorsqu'on se retrouve en Cour suprême et que le gouvernement du Québec est intervenu, au moins à 3 reprises, mais à 3 reprises en fait, pour s'opposer aux revendications des francophones hors Québec, le responsable de la violation des droits linguistiques des minorités francophones hors Québec n'était pas le gouvernement du Québec. Si on pense par exemple en 1990 à l'affaire Mahé, où les franco-albertains désiraient avoir une première commission scolaire de langue française, le gouvernement du Québec s'est opposé, évidemment, c'est déplorable, pour des raisons systémiques, pour lui... Le gouvernement du Québec défendait la marge de manœuvre des provinces, donc du Québec en matière linguistique, parce qu'il voulait avoir une plus grande marge pour défendre le français au Québec. Donc, le but de l'intervention, c'était pas de s'opposer d'abord et avant tout aux francophones hors Québec. Mais là, je reviens à mon propos, c'est que le responsable du litige, c'est le gouvernement de l'Alberta qui refusait 8 ans, donc presque une décennie après l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, de mettre sur pied une commission scolaire francophone. La même chose au Yukon. Le responsable, alors que le gouvernement du Québec est intervenu en Cour suprême sur cette question-là pour s'opposer encore une fois aux minorités francophones, mais le responsable, en fait, c'est le gouvernement du Yukon qui refusait d'ouvrir les portes de l'école française à la minorité, qui aurait permis un peu plus d'air frais, qui aurait permis à l'école de poursuivre. Un autre exemple, en Alberta, tout récemment, sur le bilinguisme des lois en Alberta, l'affaire Caron, si ça se rend en Cour suprême, c'est pas parce que le gouvernement du Québec a été négligent en matière de droit linguistique, c'est parce que l'Alberta, elle, refuse d'adopter ces lois dans les 2 langues officielles du pays. Donc, c'est tout ce qu'on voulait rajouter un peu pour mettre les choses en perspective, si vous voulez. Alors, c'était le point de vue d'Éric Poirier, avocat et doctorant en droit à l'Université de Sherbrooke. J'ai parlé maintenant au co-directeur de l'Observatoire des droits linguistiques de l'Université de Montréal. Tout d'abord, j'ai parlé à Frédéric Bérard. Je lui ai demandé, pour commencer, de parler de ces préoccupations qui ont été soulevées par rapport à la création d'un autre centre de recherche sur les droits linguistiques au pays. Ce serait le 3e avec celui d'Ottawa et celui de Moncton. Voici ce qu'il m'a répondu. Comment cette année de cette question-là? Je ne sais pas si vous avez regardé, là, mais il doit y avoir à peu près 50 chaires de recherche en matière de droit des affaires au Canada. Il doit en avoir aussi une 50aine, sinon plus, en matière de liberté, de liberté de religion et d'éthique. Là, on est rendu au 3e observatoire en matière de droit linguistique. Tout le monde s'excite avec ça. Je comprends pas trop la question ni l'intérêt porté au nombre d'observatoires. J'ai comme l'impression que plus il y en a, plus ça démontre un intérêt pour la chose linguistique. Donc, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Et d'ailleurs, si vous remarquez dans la lettre de Rousseau et de Poirier, eux-mêmes parlent du fait qu'ils travaillent là-dessus à Sherbrooke, là, pour un espèce de semblant d'observatoire eux aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi on nous reproche de faire ce qu'ils font eux-mêmes, là. Dans l'article, les auteurs évoquent le fait également que lors du lancement de l'Observatoire, bien, vous avez pris des positions assez tranchées. Ils disent que vous semblez présenter des résultats de recherche avant même d'avoir publié vraiment des recherches. Sur quoi vous vous basez, là? Vous avez parlé, par exemple, des mythes canadiens en matière de droit linguistique. Là, sur quoi vous vous basez pour parler de ça? Oui.
C'était une drôle d'accusation, hein. Ils nous accusent d'avoir lancé un observatoire avec des idées. Imaginez-vous donc. On a réfléchi à une question avant de lancer un observatoire. On doit être les premiers de l'histoire de l'humanité à faire un truc comme ça. Oui, on s'est posé ces questions-là. J'ai fait mon doctorat là-dessus d'ailleurs. Donc, effectivement, je me suis questionné sur la dynamique linguistique Québec, hors Québec, en matière de francophonie. Oui, c'est exact. Puis, lors du lancement de l'Observatoire, là, vous avez parlé de la relation entre le Québec puis les communautés francophones hors Québec en disant le Québec n'est pas toujours un allié pour les communautés minoritaires. Par exemple, c'est opposé en Cour suprême à des causes importantes là, pour les francophones en milieu minoritaire. Comment vous voyez cette relation entre le Québec et les francophones hors Québec? Ben, tout ce qu'on a dit, hein, c'était ça qui a été lancé, si je peux dire, avant le tout début de l'Observatoire, c'est que le gouvernement du Québec n'a jamais aidé les francophones hors Québec. Ça, d'ailleurs, Rousseau et Poirier ne le nient pas. Lors de 3 arrêts, les arrêts Mahé, Beaulac, les commissions scolaires francophones du Yukon, celui-là ayant été rendu tout récemment, le gouvernement du Québec est allé plaider contre les francophones hors Québec. Donc, moi, je considère pas que c'est une aide qui est très utile. Quand vous allez en Cour suprême avec votre PGQ, votre procureur général, votre armada d'avocats pour essayer de détruire, si on peut dire, les prétentions des francophones hors Québec, je vois pas en quoi ça aide ceux-ci. Rousseau et Poirier semblent dire que c'est pour défendre l'autonomie québécoise. Moi, je vous dirais que cette ligne-là ne tient pas du tout. Quiconque a étudié la question sérieusement voit que la Cour suprême a fait preuve d'une asymétrie pour protéger les droits des Franco hors Québec en matière éducationnelle, mais n'a pas appliqué cette même logique-là pour les Anglo-Québécois. Donc, c'est ce qu'on a soulevé. Et effectivement, moi, je trouve ça gênant que le gouvernement du Québec s'attaque aux minorités francophones hors Québec, qui devrait être un pilier de la francophonie au Canada, ce qu'il n'est pas du tout. Mais on parle quand même de la création, il y a des programmes en culture, on dit en matière de santé aussi pour aider les francophones hors Québec. Est-ce que ça compte pour quelque chose, ça? Ça encore là, ça aurait été bien que les 2 auteurs aient la probité d'admettre que le budget qui est alloué à ces effets-là est absolument le même depuis une trentaine d'années. On parle d'environ 1,7 million jusqu'à 2,5 millions au maximum. C'est le même budget depuis 30 ans. Ça n'a jamais été augmenté d'un sou. Donc, comprenez qu'avec l'augmentation du coût de la vie, par définition, ces sommes-là sont moindres qu'à l'époque. Et l'autre affaire qu'ils ne disent pas, c'est que ce sont des projets ponctuels où le gouvernement du Québec va mettre, par exemple, 50 000 si le gouvernement de l'Alberta met lui aussi son 50 000 Si le gouvernement de l'Alberta ne le fait pas, le gouvernement du Québec ne le fait pas non plus. Et dans tous les cas, on parle d'un maximum de 2,5 millions, du moins selon les chiffres de l'année dernière. Donc, j'ai la difficulté à voir en quoi là, il s'agit ici d'une aide là, importante de la part du gouvernement du Québec aux minorités francophones en fait. Alors, c'était Frédéric Bérard. J'ai également parlé à l'autre co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique à l'Université de Montréal, Stéphane Beaulac. Sur la question des programmes qui existent au Québec pour collaborer avec les francophones hors Québec, voici ce qu'il avait à dire. C'est mieux que rien. Ça se tient vraiment à le souligner. Ça démontre minimalement un intérêt, une camaraderie à l'intérieur des communautés francophones au Québec et hors Québec. Cela dit, à ma connaissance, des informations qui sont incomplètes. Là. C'est pour ça qu'on a un centre de recherche, un observatoire. C'est pour justement bonifier toute l'information nécessaire pour arriver à des conclusions qui sont plus affirmatives. Mais sur la base des informations incomplètes, mais quand même provisoires que nous avons, ça semble très souvent favoriser davantage le rayonnement des artistes et autres intervenants francophones du Québec à l'extérieur du Québec que l'inverse. Et souvent, encore une fois, sauf erreur, là, mais ça devra être validé comme information, mais il semblerait que souvent la contribution du Québec est tributaire d'une subvention, par exemple, équivalente de la province. Prenons un exemple en Alberta, chez vous. Si le gouvernement albertain sort 10 000 $ pour appuyer un événement, un festival ou peu importe, ben Québec va donner la même somme. Alors, ça semble être très positif comme initiative, mais jusqu'à quel point est-ce que ça démontre une solidarité sur une base linguistique de langue française? Ben ça reste à être vérifié parce que, je le répète,
les budgets, là, les valeurs brutes semblent, somme toute, assez modestes là, pour arriver à des conclusions définitives, comme semble le suggérer M. Poirier, là, qu'il y a vraiment un sentiment d'entraide, de fraternité et de collaboration intime entre les communautés hors Québec et la majorité francophone du Québec. Alors, c'était Stéphane Beaulac, un des co-directeurs de l'Observatoire national en matière de droit linguistique de l'Université de Montréal. On l'entend, Sandra. L'animosité. Des débats passionnés, entre autres, sur la relation entre le Québec et les francophones hors Québec. Il n'y a pas seulement qu'en Alberta qu'on se pose des questions là-dessus. Non, effectivement. Et d'ailleurs, on va remettre tout le dossier sur notre site web où les gens pourront aller réentendre les entrevues, mais pourront aussi entendre la première entrevue que vous avez faite il y a 2 semaines avec M. Doucet. Oui. On aura un lien vers tout ça. C'est sur notre site web lacroisée@radio-canada.ca.